Voilà, de vous annoncer le lancement de cette expédition, The Ocean Mapping Expedition, qui partira dans un mois, jour pour jour, en fait, de Séville, dans le sillage de Magellan. Cette expédition comporte différents volets, à la fois scientifiques, socio-éducatifs et culturels. C'est une histoire qui, à la fois, va nous porter loin du point de vue géographique, mais aussi humain, et qui vient de loin, puisque l'histoire du bateau, l'histoire de la fondation remonte à quelques années en arrière. J'aurai le plaisir de passer la parole à Pietro Godenzi, qui est à la fois le président de la fondation, mais aussi celui qui sera le premier skipper à embarquer au départ de Séville pour les premiers mois, sachant que plusieurs équipages vont se relayer tout au long de ces 4 ans. Il vous présentera plus en détail la fondation, son esprit, ses buts et ce qu'on cherche à atteindre à travers ce projet. Il vous présentera aussi bien évidemment le bateau qui est à la fois original dans son histoire, mais aussi dans ce qu'il permet de faire du point de vue scientifique, socio-éducatif et autres. Et on est très très heureux de pouvoir compter sur la présence de certains de nos partenaires. Michel André, qui vous présentera le programme 20 000 sons sous les mers, dont on est assez fier parce qu'il est, très très original et il porte sur une thématique tout à fait nouvelle. Toujours dans le registre scientifique, Pascal Hagman de l'association Ocean Eye nous parlera plus spécifiquement des polluants plastiques. ZEP, qui est parrain de la Fondation, nous parlera du programme qui consiste à accueillir un certain nombre de dessinateurs à bord. Et puis Pietro reviendra sur l'aspect plus socio-éducatif. Voilà, donc sans attendre, je lui passe la parole à Pietro. Bien voilà. Bonjour à tous. Voilà, vous avez une image du bateau. Ce bateau a une histoire étonnante. Il a été construit pendant la Deuxième Guerre mondiale et son destin aujourd'hui le porte vers un destin pacifique. Ce bateau a été racheté en 2002 par l'Association Pacifique, retapé, reconstruit pendant 7 ans. Et maintenant, aujourd'hui, ça fait 6 ans qu'il navigue autour de l'Europe, on va dire, donc en mer Rouge, en mer Baltique, dans l'Atlantique. Et une première traversée de l'Atlantique a été effectuée l'hiver passé pour nous démontrer que c'était un bateau qui était capable d'aller loin. D'aller loin avec une grande autonomie, et c'est ce qui a fait que le conseil de fondation a décidé de partir sur les traces de Magellan. Vous savez tous que dans 4 ans, nous allons fêter le 500e de Magellan, soit en 2019, en août 2019, c'était le départ. L'objectif de cette expédition, c'est de suivre ses traces et d'arriver le 19 août 2019 à Séville, en ayant suivi le même parcours. Ce bateau, très rapidement, a déjà fait plusieurs petites expéditions en mer Rouge, en mer Baltique, avec des problématiques scientifiques, avec des projets socio-éducatifs, et également un partage avec le plus grand nombre. Cette expédition, elle n'est pas que pour certains membres ou certains scientifiques ou autres, elle veut vraiment être ouverte à tout le monde. Donc l'esprit de la Fondation est d'être dans l'ouverture, dans le partage de cette expérience. Et aussi, le nom le porte de Ocean Mapping Expedition, mapping, la cartographie. Vous le verrez plus en détail, Michel André et Pascal Hagman en parleront un petit peu par rapport au son ou par rapport aux micropolluants que nous allons découvrir sur ce parcours. L'objectif, donc, c'est d'observer, de comprendre et de partager. La Fondation, très rapidement, 2-3 mots. Elle est née en 2007, c'est une émanation de l'Association Pacifique, et elle a 3 enjeux principaux. Une meilleure connaissance des océans, donc c'est ces aspects scientifiques dont on va vous parler tout à l'heure. Un deuxième aspect, c'est de communiquer au plus grand nombre. L'objectif étant, avec les moyens techniques actuels, de faire vivre cette expérience à tous ceux qui resteront à terre.
soit par des messages très simples, soit par rapport au site, par rapport au son qu'on va écouter, soit aussi par un mapping dans les différentes cités où nous irons, où nous partagerons ce que nous avons vécu à bord. Et puis le troisième point, donc, après mieux comprendre, après partager, communiquer, c'est de faire venir des gens à bord. Et là, les gens qui viendront à bord sont de différents types, scientifiques, socio-éducatifs, culturels, je dirais avec des dessinateurs, et aussi avec des projets qui permettent à tout un chacun de venir à bord. C'est-à-dire que cette expédition est ouverte à tous. Il suffit de s'inscrire, on dira, chez Pacific et choisir peut-être un petit bout du voyage pour faire partie de cette expédition. Je passe à la suite et là je vais laisser la parole à nos différents hôtes ici qui nous accompagnent pour ces trois pôles de l'expédition. Commencer par Michel André peut-être, par rapport à 20 000 sons sous les mers. Merci Pietro. Bonjour, merci à tous d'être là. C'est un grand plaisir que l'on partage tous à cette table, d'être présent parce que c'est un grand moment pour nous. Ça fait longtemps que l'on travaille sur ce projet. Nous l'avons commencé il y a quelques années, ça n'a pas pu se faire. Et donc aujourd'hui, c'est un grand moment que nous partageons. La partie qui touche au son dans le projet a à voir avec cette émergence de cette nouvelle pollution sonore, donc cette nouvelle source de pollution qui a lieu dans les océans et qui est produite par toutes les activités que l'homme développe dans toutes les mers du monde. On parle des pétroliers, on parle des éoliennes, on parle bien sûr du transport, des constructions de ports, des manœuvres militaires, etc. Donc toutes ces activités, depuis longtemps, ont introduit du bruit dans l'eau depuis une centaine d'années et a complètement changé le paysage sonore des océans, qui depuis des millions d'années étaient bercés par des sources qui étaient naturelles, bien sûr, qui pouvaient être aussi très fortes comme les tremblements de terre, et les sources biologiques produites par les animaux depuis le commencement des temps. Et toutes ces sources-là avaient appris à vivre en harmonie depuis longtemps. Et en à peine 100 ans, depuis que l'homme a commencé à explorer la mer de façon industrielle, cette pollution est venue qu'envahir tous les recoins de la Terre. Il n'y a aujourd'hui aucun espace qui est libre de cette pollution sonore, de par les caractéristiques justement de propagation de ces sources sous l'eau qui sont bien différentes à celles que nous connaissons dans l'air, puisque les sons se propagent à une vitesse 5 fois plus importante que dans l'air, par exemple. Une source qui est produite dans l'Atlantique peut très bien arriver à l'autre bout de la mer quand elle emprunte des canaux justement qui transportent et qui amènent ces sons d'un continent à l'autre. C'est dire qu'il existe cette pollution. Alors, près de ces sources, cette pollution est très aiguë. Certaines sources peuvent même provoquer la mort des animaux qui sont exposés. Et à plus grande distance, cette exposition devient chronique et fait que les animaux peuvent perdre leur capacité à percevoir leur environnement grâce aux informations qui sont associées à ces sons. Nous avons besoin d'indicateurs justement pour comprendre l'envergure de cette pollution et nous avons choisi de travailler sur les cétacés, c'est-à-dire ce sont des espèces qui vivent en majorité grâce à l'information acoustique qu'ils reçoivent, des sons qu'ils produisent, mais aussi de ceux qui leur proviennent de leur environnement. Donc c'est eux qui nous enseignent la limite de tolérance justement de cet océan face à ces sources sonores. Dans le cadre du projet qui nous occupe, c'est une première d'avoir la possibilité pendant 4 ans de sillonner les mers avec un équipement acoustique à bord qui va être capable en temps réel de détecter, de classifier toutes les sources qui sont en présence, donc celles qui appartiennent aux animaux, mais aussi celles qui sont produites par les activités humaines. Et c'est la première fois que l'on va pouvoir avoir accès à ces données, ça n'a jamais été encore fait.
d'avoir justement non seulement cette capacité d'accéder à ces données, mais de les transmettre en temps réel à terre. Donc n'importe qui, de n'importe quel coin du monde, sera capable de se connecter à travers un site web que nous allons montrer dans quelques secondes, pour justement être en temps réel, en connexion directe avec le bruit, avec les sons, avec les baleines, avec les bruits qui sont autour du bateau qui va sillonner toutes les mers du monde. Donc je vais passer justement quelques images qui concernent ce site web, qui donc sera mise à disposition du public dès que le bateau partira du port, au travers de capteurs acoustiques. Alors voilà, je pense que c'est là. Il faut que j'amène la souris. Non, c'est ça ici. Hop. Voilà. Voilà, donc ça c'est une petite intro, c'est un... je vais mettre mon écran complet. C'est un cachalot, alors ce n'est pas un vrai cachalot, c'est une reconstruction en 3D. Hein. Mais c'est notre symbole, et quand on rentre donc sur ce site, on voit tous ces petits points qui sont autour du monde, qui conforment le réseau actuel qui supporte la même technologie qui va être embarquée à bord de Fleur de Passion. Une fois que le bateau va partir, on va pouvoir suivre la trace acoustique de Fleur de Passion et entrer en direct sur ces sites. Alors là, je fais un peu le tour. Ici, on va rentrer sur un site qui est en Italie, donc on se connecte en temps réel. Et quand on se connecte, on est là, ici. C'est ce qui se passe donc en Sicile en ce moment. Et pour ceux qui ne sont pas familiers justement avec ces sons et qui ne savent pas ce qu'on est en train de voir, ça c'est un spectrogramme, c'est-à-dire c'est la représentation graphique des sons que l'on entend. Et vous pouvez voir qu'il y a certains signaux qui sont en place. Et en bas, il y a des étiquettes. Et ces étiquettes nous informent de la nature de ces sons. C'est une légende, alors pour ceux qui sont un peu loin, vous ne la voyez pas, mais ces petits carrés de couleurs vous informent de la nature de ces sons qu'on est en train de capter à ce niveau-là. Si on rentre sur notre site, on va rentrer en France. Là, on est au large de Marseille. C'est un observatoire qui est à 3000 mètres de fond, donc qui est câblé à terre à 44 km des côtes et qui nous transmet ces données. Donc le même principe, on a ces données ici avec ces petits carrés colorés qui nous informent de la présence de ces sources et qui les identifient, qui permet justement de les faire partager à tout le monde. Je rentre sur notre site. Celui-là, c'est un site que nous avons près de notre laboratoire, donc à Barcelone, 20 mètres de fond, 4 km des côtes, et qui aussi a la capacité de capter les bateaux. Donc tout ça, ce sont les bateaux qui sont en place en ce moment, qui produisent du bruit, et ce bruit est cartographié et permet d'avoir une idée justement du bruit dans cette région, et donc de pouvoir réellement avoir une meilleure idée des interactions entre ces sources artificielles et la présence de cétacés. Alors ça, ce sont des cartes qui sont statiques. Et le gros avantage qu'on va avoir avec ce projet, c'est qu'on va pouvoir cartographier de forme dynamique tous les océans. Donc on est capable maintenant de le faire sur des régions statiques, et avec ce nouveau projet, on va avoir cet accès à ces cartes pendant toute la durée de ce projet, donc pendant 4 ans autour du monde. Voilà, je pense que je peux m'arrêter là. S'il y a des questions après, je serai content d'y répondre. Merci. Voilà, je passe la parole donc à Pascal Hagman. Oui, bonjour, merci. Donc notre association Chenaille... Pardon ? Ah, le micro, ouais. Notre association Oceanaille s'intéresse plus spécifiquement à la pollution plastique, qui, tout comme la pollution acoustique, est une pollution aussi récente, puisqu'on produit du plastique depuis les années 50. Néanmoins, on en retrouve maintenant partout dans l'environnement. Hein. C'est le premier aspect pour lequel cette pollution est particulièrement inquiétante, c'est son omniprésence. Partout on en cherche, on en trouve.
Et je dirais il y a principalement 3 zones de pollution. Donc il y a les fonds marins, on retrouve à peu près les 3/4 ou les 2/3 de cette pollution plastique. La zone côtière, qui est la zone la plus visible, là où on voit le plus cette pollution, puisqu'on y vit, mais qui représente qu'une toute petite partie de la masse de plastique qu'on retrouve dans les mers. Et puis ensuite, la pollution de surface. À peu près 1/3 des plastiques flottent, donc ceux-là, on les retrouve en surface. Et donc ces polluants, on les retrouve beaucoup sous forme de petites particules. Il y a un phénomène de fragmentation, donc un macro-déchet sous l'effet de l'érosion des vagues, et l'effet de la lumière va se fragmenter en plus petites particules, ce qu'on appelle les fameux microplastiques. Et donc ces microplastiques posent différents problèmes environnementaux, notamment le fait qu'ils atteignent la dimension du plancton, et certains mangeurs de plancton sont des animaux non sélectifs et vont pouvoir les ingérer. Alors, nous, on est une jeune association, on a beaucoup travaillé sur la Méditerranée et puis un petit peu sur l'Atlantique, et rapidement, on est arrivé sur l'idée d'équiper en fait des bateaux avec des systèmes de collecte d'échantillons. Parce que pour nous, on faisait tout nous-mêmes, on faisait la collecte d'échantillons, l'analyse, la publication des résultats, l'information du grand public. Et on s'est rendu compte qu'il y a différents bateaux, différentes équipes qui partent en mer, qui pourraient nous collecter des échantillons, et ça serait forcément beaucoup plus efficace. Alors le projet, je dirais, de la Fondation Pacifique est particulièrement intéressant. D'abord, lié à son envergure. Il y a la zone d'échantillonnage aussi qui est très intéressante, puisqu'ils partent dans l'hémisphère sud. Je dirais, pour vous donner un peu une idée, les scientifiques cherchent autant à avoir une représentation géographique de cette distribution, c'est-à-dire que, voilà, savoir aujourd'hui quelle est la distribution sur l'ensemble des mers de cette pollution, mais aussi son évolution au cours du temps. Et aujourd'hui, on a très peu de données. Il y a quelques données dans l'Atlantique Nord, quelques données dans le Pacifique Nord, des toutes petites études dans l'hémisphère sud, mais on manque cruellement de données. Et l'idée, simplement, est d'être un fournisseur de données, en fait, de compléter des données, d'amener des données. Alors forcément, on n'est pas les seuls à travailler dessus. Il y a aussi d'autres organisations qui travaillent dessus. Donc voilà, l'idée, c'est d'alimenter en données pour pouvoir mieux évaluer cette pollution. Alors on travaille beaucoup avec un laboratoire à l'EPFL, le laboratoire du professeur Dylan Castro pour tout ce qui est analyse. Et maintenant on transmet nos données donc à un département du PNUE qui s'appelle le GRID, qui gère toutes les données géoréférencées sur tous les aspects environnementaux. Donc l'idée c'est de pouvoir diffuser ensuite ces données au plus grand nombre. Et voilà, donc le projet de la Fondation Pacifique est particulièrement intéressant parce que ils vont se rendre dans des zones où on manque cruellement de données. Merci. Philippe. Bonjour à tous. Alors moi je représente le volet résidence d'artistes. Donc il y a quelques mois, il y a une année à peu près, on s'est rencontrés on s'est vu avec Pietro et Samuel qui m'ont proposé de venir en tant qu'artiste résident sur le bateau et d'inviter comme ça plusieurs auteurs de bande dessinée qui passeraient quelque temps sur le bateau, qui feraient des morceaux de traversée et qui rendraient compte de ce qu'est ce voyage 500 ans après Magellan. En faisant un peu évoluer le projet, on s'est dit que ce serait intéressant d'avoir un regard planétaire sur ce tour du monde, c'est-à-dire que plutôt que de le limiter à des auteurs d'ici, d'avoir des auteurs du monde entier qui participent. On s'est associé avec un éditeur, un grand éditeur de bande dessinée qui est Rue de Sèvres, et surtout son éditrice Nadia Gibert, qui était l'éditrice historique de la collection Écriture chez Casterman. Et donc là, on a déjà, alors malheureusement rien à vous montrer pour le moment, puisque pas encore de dessinateurs qui sont allés sur le bateau, mais qui ont déjà donné leur accord. Il y a Emmanuel Lepage, Benjamin Flao, Riff Rebs, Tom Tirabosco. Et on est en contact avec des auteurs du monde entier qui ont déjà donné, disons, un préavis favorable. Après, tout est encore organisé, mais il y a notamment Taniguchi pour le Japon, Guarnido pour l'Espagne, JP pour l'Italie, et Craig Thompson pour les États-Unis. Donc l'idée, ce serait d'avoir des artistes qui se succèdent, qui vont dessiner sur le bateau, mais qui après, avec ce matériel, vont faire un récit qui est le récit du voyage d'aujourd'hui, mais qui est aussi le récit du voyage en miroir avec ce qui a été vécu il y a 500 ans, où effectivement, là, il y avait une idée de conquête et de soumettre cette planète. Aujourd'hui, on l'a entendu,
le désir est complètement différent. Il est plutôt de la comprendre et d'en prendre soin. Donc de raconter cette évolution-là à travers les sensibilités d'artistes différents et surtout de provenances complètement différentes. Donc moi je ferai partie aussi du voyage. Alors on m'a mis à la première étape où le bateau est encore à terre parce que je pense qu'on a une grande confiance dans mes capacités maritimes. Mais voilà, l'idée c'est que pendant tout le long du périple des artistes se succèdent et 3 livres paraîtront entre, je pense, la fin 2016 et l'arrivée du voyage qui rendront compte de ce voyage. Et un 4e livre sera lui consacré à l'adaptation de la biographie de Magellan par Zweig en bande dessinée. Alors là, l'auteur n'est pas encore défini, mais ce sera le 4e livre et les 4 livres constitueront un tout qui représentera ce miroir de Magellan. Voilà. Très bien. Avant de poursuivre et de passer la parole à Pietro pour le volet socio-éducatif, je voulais peut-être mettre déjà en perspective ces premiers programmes pour préciser que ce sont ceux sur la base desquels l'expédition démarre, mais que ça ne préjuge absolument pas, bien évidemment, de tous ceux, que ce soit dans le domaine scientifique, culturel et autres, qui pourront trouver leur place et se greffer tout au long de ces 4 ans. Puisque, comme Pietro l'a précisé, il s'agit vraiment de partir dans une démarche de rencontre, de partage. Et l'esprit de la Fondation, c'est tout autant d'accueillir des propositions qui lui sont faites que d'aller elle-même démarcher des partenaires potentiels avec lesquels il nous paraîtrait intéressant d'imaginer, de construire quelque chose. Et ceci dans une perspective que Pietro vous détaillera, qui est non pas d'avoir des catégories de projets qui évoluent en vase clos, mais de créer un maximum de synergie entre chacun de ces projets pour qu'un projet scientifique puisse trouver à interagir avec des dessinateurs ou des jeunes qui embarqueront. Et je laisse Pietro en parler plus en détail. Voilà, typiquement, ça me permet de rebondir sur qui viendra à bord. Pacifique, depuis 6 ans, depuis ses premières navigations, a toujours eu dans l'esprit de donner une deuxième chance ou permettre une résurrection ou un avenir. Et c'est un peu ça, ces projets avec les jeunes en mer. L'objectif, c'est de les accueillir à bord et puis de leur faire découvrir qu'ils ont de la valeur, qu'ils peuvent être reconnus, que malgré les tourments ou les misères qu'ils ont pu vivre, une deuxième chance existe. Et puis, un travail peut leur être demandé. Donc, dans le cadre de ce projet, on a fait plusieurs expériences, plusieurs jeunes, des groupes qui sont venus sans éducateurs, avec éducateurs. L'objectif là, de ce tour du monde, c'est de les accueillir toujours, mais de manière plus structurée que ce qu'on a pu faire jusqu'à présent, c'est-à-dire d'avoir des périodes où nous prendrions 2 mousses à bord. Ces mousses resteraient sur des périodes de 3-4 mois, et ils auraient vraiment une formation qu'on aimerait faire reconnaître aussi par l'OFPC dans le cadre d'un travail, d'une réalité qu'ils auront vécu à bord. Ça, c'est le premier aspect pour les mousses. Et un deuxième aspect où on aurait, je dirais, une fois par année, une équipe de 7 ou 8 jeunes, mais alors là, encadrés par des éducateurs, qui feraient certainement les plus longs trajets. Donc, je vous donne un exemple, de Chiloé à Tahiti, 3 mois en mer, 2 mois et demi en mer, donc où ils vivent vraiment une aventure commune, en vase clos, pour se découvrir eux-mêmes, leurs limites, leurs forces, et puis de revenir renforcés de ce voyage. Voilà, c'est un peu ces 2 projets types, avec 1 ou 2 jeunes pris en charge par l'équipage, ou alors une équipe de jeunes qui sera encadrée. C'est un peu les 2 variantes qu'aujourd'hui nous avons retenues. Il faut savoir que Fleurs de Passion est considéré comme lieu de placement par les autorités genevoises, que Fleurs de Passion a accueilli aussi des projets hors canton, pour citer la Brigantine par exemple, qui sont une équipe de Lausanne, qui sont partis depuis une dizaine d'années déjà en mer avec des jeunes. Donc ces projets, comme disait Samuel, on va accueillir aussi des projets extérieurs à la Fondation, et ils seront les bienvenus. Voilà, je ne vais peut-être pas en dire énormément plus par rapport à cela. Je vais peut-être passer rapidement sur la carte, juste qu'on la voie une fois tous ensemble. Donc effectivement, Magellan avait la conviction intime qu'un chemin existait par l'ouest. Il avait fait des traversées, il avait déjà été au Célèbes,
les îles des Épices, aux Moluques. Et puis, il est parti sans savoir. Donc, il est parti dans l'inconnu. Puis, aujourd'hui, je dirais, on part aussi un petit peu dans cet inconnu. On se laisse l'ouverture d'accueillir, de recevoir de nouveaux projets, d'être surpris par ce que nous allons rencontrer. On parle des pollutions sonores, on parle de la pollution des plastiques, mais j'aimerais aussi parler des rencontres que nous allons faire. J'ai voyagé pas mal en mer, 4 ans, et les plus grands souvenirs qui me restent, c'est les rencontres avec d'autres personnes, d'autres cultures. Donc on va aussi mettre ça en avant, et je pense que là, l'aspect de dessinateurs qui viendront à bord donneront un aspect plutôt qui sera tourné vers l'homme et son environnement, et pas que l'environnement marin. Et pour nous, c'est important de cette dimension de rencontre, rencontre de l'autre, rencontre de soi, est très importante dans ce projet. Voilà. Et dans cet esprit, deux derniers aspects que nous souhaitons évoquer, c'est justement non seulement le fait de pouvoir accueillir à bord du bateau un certain nombre de gens, mais évidemment dans la capacité qu'offre le bateau, mais c'est aussi de pouvoir mettre en scène l'expédition, ses différents aspects, ses différentes facettes, pour pouvoir la porter et la partager avec le plus grand nombre et le grand public au cœur des villes à travers ce que l'on espère pouvoir mettre en œuvre, à savoir un mapping au sens vidéo du terme, ce qui me permet de rebondir sur le nom même de l'expédition, mapping au sens de la cartographie à laquelle Magellan lui-même s'est livré, la cartographie qu'aujourd'hui on va mener, mais sous l'angle des pollutions sonores, des pollutions plastiques et autres. Le dessin, quelque part, c'est aussi dans le registre du trait, peut-être aussi de la cartographie et de la découverte du monde. Et puis le mapping, c'est aussi cette mise en scène vidéo, sonore, que, encore une fois, pas à toutes les escales, mais à un certain nombre d'entre elles, on veut pouvoir organiser. L'autre manière de partager cette expédition et cette expérience, ce sera évidemment à travers un site dédié, dont vous voyez actuellement la page d'accueil qui est déjà en ligne avec un compte à rebours qui présentement est fixe mais qui commence à s'égrener jusqu'à la date du départ. Et c'est sur ce site que tout un chacun pourra retrouver la vie à bord, la vie des programmes, selon qu'il s'intéresse plus spécifiquement aux aspects scientifiques, aux aspects culturels ou aux aspects humains et socio-éducatifs, avec un certain nombre de renvois vers le site que Michel nous a présenté, ce que très certainement l'association Oceanae mettra en valeur de tout le travail d'analyse qui sera fait, et très probablement aussi un site à laquelle la maison d'édition réfléchit aussi pour la partie des dessinateurs. Voilà. Un dernier petit mot, parce qu'après il y aura des questions, mais je voulais quand même remercier les personnes qui ont permis que ce projet existe. Et quand je dis remercier, alors je ne vais pas les citer, mais c'est un grand, grand nombre. Et j'aimerais juste qu'on prenne bien conscience que c'est un projet qui part de Genève. La ville nous soutient, on part sous le patronage de la ville. L'État nous a soutenus pour la restauration du bateau à de nombreuses reprises. Une quantité impressionnante d'entreprises locales aussi ont participé à ce projet. Et puis je ne parle pas de toutes les personnes qui ont donné du temps, bénévoles, pour que ce bateau puisse partir en mer et aller aux confins du monde. Donc je les remercie ici. Et puis je vous invite à poser des questions. Robert James Parsons, Le Courrier, Genève. J'ai plusieurs questions. Premièrement, en ce qui concerne Magellan, qu'est-ce qui reste de son voyage comme document, comme documentation? En quelle langue? Où? Et est-ce que vous pouvez accéder à cette documentation? Deuxièmement, en ce qui concerne les jeunes, est-ce que vous avez pris contact avec le département de géographie à l'Université de Genève? Je vous pose la question parce que je connais un jeune monsieur qui aurait voulu être ici ce matin. Il est passionné pour ce que vous faites, mais il
il s'est inscrit pour faire une présentation de séminaire justement maintenant entre 10h et midi. Donc il a été empêché de venir, mais ça, moi je trouve que ça s'inscrit directement dans ce qu'on fait à l'université, en partie dans le département de la géographie. Troisième question pour M. Hagman, pollution plastique. Est-ce que vous avez une idée comment cette pollution prend place? Est-ce qu'elle est emportée par les courants? Est-ce qu'elle est jetée dans la mer, par exemple par les bateaux qui passent, etc. Et quel effet est-ce que tout ça a sur la répartition de cette pollution? Et finalement, le bateau. Où est-ce que le bateau a été restauré dans le lac de Genève, à Séville, et est-ce que le bateau est jamais venu en Suisse, par exemple, par voie du Rhin, par exemple, jusqu'à Bâle? Donc, où est-ce que vous garez ce bateau? Merci beaucoup. Je peux peut-être répondre aux deux premières questions, en tout cas. La particularité de l'expédition de Magellan est qu'effectivement, à bord figurait un Italien, un Génois, je crois, qui a chroniqué ce tour du monde. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, à certains égards, on peut considérer qu'il marque le début d'une toute nouvelle manière de raconter le monde. Jusqu'à cette époque-là, les grands voyageurs, et même Marco Polo d'une certaine manière, étaient tout autant dans la description du monde que dans la projection de toutes les représentations idéologiques ou on va dire ou religieuses ou culturelles sur la réalité. Ce Pigafetta, lui, a vraiment raconté ce qui s'est vécu à bord, etc. Le fait est que, personnellement, mais je crois qu'entre nous, on n'a pas trouvé ce livre, on ne l'a pas encore lu, et on espère bien le lire. On a 4 ans pour le faire. De toute façon, on n'est pas dans la reproduction de l'expédition de Magellan, qui est pour nous une source d'inspiration. Et à ce titre-là, nous-mêmes, en racontant notre propre histoire, on va aussi s'interroger sur la manière dont on la raconte, sur ce qu'est au fond le cadre idéologique d'aujourd'hui, qui fait que nous aussi on va être tentés peut-être de plaquer sur cette réalité nos propres conceptions, ou au contraire essayer d'y plaquer ou de délivrer une autre lecture. Ce qui nous a en tout cas réunis, c'est à ce stade le livre de Zweig, comme Pietro l'a évoqué, la biographie de Magellan. Ça, c'est notre point de départ. La deuxième question, on est absolument enchanté et ravi d'apprendre l'existence de personnes qui s'intéressent au projet. Et comme Pietro l'a très très bien dit, tout est affaire de rencontre. Une première rencontre avec Philippe, parrain de la Fondation, une rencontre avec Michel il y a quelques années, une rencontre plus récente avec Pascal Hagman. Tout est histoire de rencontre et de créativité par rapport à ce que le bateau permet de faire, de petit, de plus grand, etc. Donc je dirais que cette personne fait partie des nombreuses personnes qu'on n'a pas encore rencontrées à Genève ou ailleurs, et on est bien évidemment à sa disposition pour initier la rencontre et discuter d'éventuelles choses à faire ensemble. Pour la partie, Pietro vous complétera peut-être sur la partie historique du bateau, que vous trouvez d'ailleurs assez détaillé dans le dossier de presse, si jamais. Et la pollution plastique. Au niveau des sources, on estime à peu près qu'il y a 80% de ces déchets qui proviennent directement de la Terre et 20% de rejets en mer, donc principalement navigation commerciale et de plaisance. Concernant les déchets d'origine tellurique, je dirais le trajet typique, c'est une personne va jeter un déchet dans l'environnement, les pluies et le vent vont le charrier, peut-être jusqu'à un cours d'eau, et d'un cours d'eau à la mer. Et ensuite, les courants marins vont prendre le relais.
Ils vont être transportés par ces courants marins. Et on connaît la formation de zones de concentration de déchets que certains journalistes appellent un peu abusivement des continents de plastique. Alors, ce n'est pas des continents de plastique, c'est des zones où on va trouver beaucoup de déchets, mais ce n'est pas vraiment des... Voilà. Enfin, on ne bute pas dedans avec le bateau, quoi. Et donc, ces déchets, ils vont avoir plusieurs impacts. Autant sur les activités humaines, enfin sur la faune, sur un niveau toxicologique que sur les activités humaines. Alors, au niveau de la faune, il y a d'abord tous les problèmes liés à l'ingestion, l'ingestion de ces déchets, donc les animaux les mangent, que ce soit de manière involontaire, comme les mangeurs de plancton, ou de manière volontaire. Certains oiseaux, par exemple, confondent ces déchets avec de la nourriture, donc accumulation dans l'estomac, blocage intestinal, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à les digérer, et ces animaux finissent par mourir de famine, simplement parce que tout le système digestif est bloqué. Il y a les phénomènes d'étouffement et d'étranglement de la faune, c'est l'image de la tortue qui a le sac plastique dans la bouche, le dauphin, et ainsi de suite. Il y a des phénomènes beaucoup de scientifiques s'intéressent aussi au problème de ce qu'ils appellent le transport d'espèces invasives. On retrouve beaucoup plus d'objets en mer sur lesquels des organismes vont pouvoir se fixer. Des bactéries, des moules, des planctons, enfin des petits organismes. Et ces organismes sont transportés se fixant sur ces plastiques, ils pourront être transportés au travers des océans, au travers des mers, et arriver dans des écosystèmes qui ne leur sont pas destinés, qui vont pouvoir coloniser et potentiellement perturber. Alors ça, je dirais, c'est sur les aspects plus physiques et biologiques. Après, il y a toute la question de la toxicologie. Alors, il y a les problèmes toxicologiques liés directement au plastique. On entend souvent parler du bisphénol A, des phtalates, enfin différents additifs qu'on trouve dans les plastiques. A priori, ce n'est pas ce qui inquiète le plus la communauté scientifique, au niveau toxicologique. Ce qui porte plus problème, c'est que dans l'eau, on trouve d'autres polluants. Des DDT, par exemple, c'est des pesticides. Des PCB, c'est des polluants qui sont issus de différentes applications industrielles. Et ces polluants sont hydrophobes. Ça veut dire que chimiquement, ils n'ont pas d'affinité avec l'eau. Donc ils auront tendance à se fixer sur d'autres supports plutôt que rester simplement dans l'eau. Et donc, on les retrouve en plus grande quantité sur ces plastiques. Ils sont absorbés sur ces plastiques. Et on sait que voilà, les animaux les ingèrent. Donc, ces microplastiques deviennent finalement un vecteur qui déplace des polluants qu'on trouve dans l'eau, dans le système digestif d'animaux. Je dirais, niveau toxicologie, c'est ça qui inquiète le plus les scientifiques. Alors, bien sûr, aujourd'hui, les conséquences ne sont pas connues. La toxicologie, c'est quelque chose de forcément compliqué. Alors, nous, on n'est pas spécialisés là-dedans, mais c'est des études sur le long terme. Il y a des gens qui travaillent sur des moules, sur des vers. On sait que ces polluants sont des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire qu'ils modifient la régulation hormonale de ces organismes. Mais voilà, les conséquences ne sont pas quantifiées de manière précise et fiable. Et enfin, dernier impact, c'est plutôt, je dirais, sur les activités humaines directes. C'est tout le problème des déchets sur les plages, nettoyage des plages. Ça coûte cher. Donc ces courants marins charrient chaque jour des nouveaux déchets sur les plages, il faut les nettoyer. Impact sur la navigation et la sécurité, il y a de plus en plus de bateaux qui ont des hélices bloquées, des systèmes de refroidissement bouchés. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je vois au niveau des conséquences sur cette pollution plastique. Alors je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, je suis de près la controverse sur les bisphénols A. Qui sont suivis surtout par ici à Genève le IBFAN, International Baby Food Action Network. Et ils ont trouvé justement que dans les biberons en plastique, déjà encore tout neuf, ces biberons dégagent déjà des bisphénols A et autre chose dans le lait en poudre qu'on donne aux enfants. Donc si ça se dégage dès le début de l'existence du plastique, évidemment dans la mer, à long terme, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se dégager. On peut effectivement imaginer un effet sur la chaîne alimentaire, mais je dirais là, ça dépasse presque nos compétences. Nous, on est spécialisés sur l'évaluation de polluants microplastiques, c'est-à-dire combien et quel type de plastique on va retrouver dans les eaux de surface. Donc, c'est effectivement controversé, mais je ne peux malheureusement pas vous répondre de manière formelle. Et puis la dernière, je finis peut-être juste par rapport au bateau, très rapidement. Donc le bateau, effectivement, il n'est jamais venu en Suisse. Il a été restauré à Marseille,
et à Port-Saint-Louis-du-Rhône pour la majeure partie. Et il a eu quelques chantiers en cours de route sur les 6 ans où il naviguait en Tunisie, en Bretagne. Et aujourd'hui, il est à Portimao, au sud du Portugal, où il est en train d'être préparé pour le grand départ, avec la mise en place des différents équipements nécessaires. On voulait le faire venir en Suisse pour le restaurer sur le lac. Et on a fait une demande à une entreprise de transport qui nous a articulé un chiffre astronomique et puis on a dit c'est en ordre, on va pas venir. Tu peux redonner les dimensions du bateau peut-être. Alors peut-être, oui, les dimensions des bateaux. Il fait 33 mètres de long hors toute, c'est-à-dire avec la baume, de l'artimon à l'arrière et le bout de dehors. Les mâts sont de 24 mètres de haut, il a une largeur de 6 mètres 20, il cale 2 mètres 80 dans l'eau, il pèse 100 tonnes. Donc voilà, c'est pas une mince affaire que de naviguer sur ce bateau, et puis en même temps, c'est un gage de sécurité, je dirais. Il peut accueillir combien de personnes ? Microphone. Combien de personnes peuvent être accueillies à bord ? Je dirais en grande navigation, 12 personnes, c'est confortable. Et après, dans des navigations plus courtes, d'une semaine ou autre, on peut aller monter jusqu'à 16. Et il y a 20 couchettes, mais voilà, on va dire entre 12 et 16, je dirais, c'est un bon chiffre. Et puis c'est un bateau qui peut se manœuvrer avec un équipage qui connaît bien le bateau à 4 personnes. Donc on peut mener le bateau jusqu'au bout du monde à 4 personnes, mais sans monter la grand voile, parce que sur ce bateau, il n'y a aucun winch, pas d'électricité, donc toutes les manœuvres se font à la main. C'est-à-dire que pour monter la grand voile, il faut minimum 6 personnes. Voilà, donc ça situe que c'est vraiment un travail ensemble et puis qu'on ne peut pas juste prendre le bateau puis s'en aller seul. Combien ça va coûter tout ça pendant ces 4 ans? Et puis est-ce que vous avez assez d'argent? Oui, alors par rapport au coût, rapidement, sans rentrer trop dans le détail, aujourd'hui, je dirais on va parler de deux choses différentes. Il y a l'aspect bateau, expédition, bateau, projet scientifique à bord. Et puis il y a l'aspect mapping, donc, dont Samuel vous parlait. Donc ces retours à terre, que ce soit à Genève, à Rio ou dans les grandes villes, qui sont deux budgets totalement différents. Le budget global d'une année, c'est 1 million de francs. 1 million par année. Et aujourd'hui, pour vous dire grossièrement, les 2 premières années sont plutôt bien assurées. Donc on part comme chef d'entreprise qui dit voilà, les perspectives sont bonnes. Les projets sont bons, et puis le solde de l'argent, bien évidemment, il va falloir le trouver, mais on est confiant de pouvoir le trouver avec les partenaires et puis l'énergie qui y est mise. Oui, bonjour, Quentin Maïra pour Skippers Magazine. Donc j'aurais tout d'abord une question pour Dr Michel André. Donc, quelles sont les différentes hypothèses que vous souhaitez vérifier entre le lien entre pollution sonore et impact sur la biodiversité? Ensuite, la conférence sur le climat aura lieu donc novembre 2015 à Paris. C'est un moment important qui traitera notamment aussi des océans. Donc, je ne sais pas si la Fondation a prévu de prendre la parole à ce moment-là ou peut-être de donner différentes données. Pourra faire un retour en tout cas sur l'expédition à ce moment-là. Et finalement, ma dernière question pour Monsieur Godenzi. Donc, quelles sont vos motivations qui vous ont poussé à développer ce projet, à créer cette fondation, voilà, et à vous investir notamment pour les jeunes? Alors, quand on essaie de mesurer l'impact ou les effets des sources sonores dans le milieu marin, on utilise des capteurs, des hydrophones, ce sont des microphones sous-marins qui permettent d'extraire toutes les composantes de ces sons. Jusqu'à maintenant, les appareillages qui sont mis en place et qui permettent cette captation n'étaient pas faits pour être comparés, c'est-à-dire la calibration de ces capteurs ne permettait pas que des enregistrements qui étaient faits en Asie puissent être comparables avec d'autres qui étaient en Méditerranée ou dans une autre région du monde. Donc c'est la première fois que l'on va pouvoir faire une cartographie donc comparative justement de ces niveaux sonores, de ces interactions, de ces sources que l'on va détecter avec la présence de ces espèces qui vont être sur place d'une façon standardisée, donc qui va pouvoir être donc utilisée par toute la communauté scientifique.
Pour ce qui est de la deuxième question sur la conférence sur le climat, ce qui est clair à ce stade pour nous, c'est que les projets scientifiques tels qu'ils vont démarrer ne sont pas stricto sensu liés au climat. En revanche, on en a quelques-uns, je dirais, en discussion qui, eux, portent plus spécifiquement sur cette thématique. On n'a pas souhaité, pour différentes raisons évidentes, les mettre en avant à ce stade. Ça nous a paru prématuré. On préfère, outre le fait de se concentrer sur l'expédition, la préparation et la mise en œuvre des premiers programmes, mais à partir du moment où ces programmes scientifiques complémentaires verraient le jour, évidemment que ça créerait des opportunités pour interagir, prendre la parole, comme vous dites, éventuellement, mais selon des modalités qui sont encore totalement à définir à ce stade. Puis alors là, la dernière question, elle est compliquée. Je ne vais pas répondre que pour moi. Je vais y répondre comme ça. Les 5, 6, 7 membres fondateurs du départ n'étaient pas forcément encore des amis, mais étaient tous des personnes en quête de sens, en quête de quelle est ma place ici, sur Terre, quel est mon avenir, comment je vais m'investir. Donc je dirais que c'est ça qui nous a rejoints, hein, comme je veux dire, Magellan était un aventurier, Cousteau un aventurier. L'aventure c'est quoi? C'est aller à la découverte. Mes enfants, je leur posais la question, ils me disaient c'est aller loin, c'est découvrir des pays, rencontrer d'autres gens, vivre des choses extraordinaires. Tout ça je cautionne, je leur disais oui, puis moi je rajouterais pour des personnes entre 40, 50, 60 ans, c'est la quête du sens, quelle espérance. Donc je dirais, moi, ma motivation, c'est est-ce que j'arrive à rendre le monde un tout petit peu meilleur? Et je pense qu'on s'est retrouvés là autour, chacun d'entre nous, avec ses fondamentaux à lui, et on les a mis en commun, et c'est ce qui a réussi à créer cette énergie et puis cette dynamique qui permet aujourd'hui à ce bateau de partir au loin. Je dirais que c'est un projet qui va nous dépasser. Hein. L'objectif, c'est pas de tout contrôler, mais c'est de faire confiance. Et puis on part dans cette optique-là. Alors, on peut peut-être aller boire un verre ensemble, puis s'il y a des questions plus personnelles ou plus... vous pouvez vous adresser à l'un d'entre nous. Il y a aussi Pascal qui est présent, membre fondateur, avec sa fille Marie qui s'occupe aussi un peu de l'expédition. Donc toutes les personnes qui sont là sont habilitées à vous répondre. Merci d'avoir été présent. Bonne journée.